Alors, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, je vois quelques têtes de ceux qui étaient là tout à l'heure, on rentre dans un sujet qui est un sujet atypique à première vue, mais qui ne l'est pas finalement forcément dans la gestion de patrimoine, puisqu'on va parler de prévoyance, et on va parler de prévoyance après la crise du Covid. Alors déjà, première question, Vincent, MetLife, les métiers de MetLife, assureur, quel segment prioritaire? Alors pour MetLife, une seule activité, la prévoyance, qui se différencie entre la prévoyance liée à un emprunt, c'est-à-dire une temporaire emprunteur, qui permet en cas de réalisation du risque, c'est-à-dire arrêt de travail, invalidité ou décès, de payer les échéances ou de rembourser le capital. Et puis une deuxième activité, la prévoyance, mais là des particuliers ou des professionnels au travers de la prévoyance en cas d'arrêt de travail, invalidité ou décès, homme clé et contrat associé. Ok, je vais jouer mon sale gosse pour commencer. C'est pas notre sujet, mais juste j'aime bien quelques petites provocations. Vous voyez ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale d'un bon oeil, j'imagine. Pour enlever les questionnaires médicaux? Pour les questionnaires médicaux, enfin, les questionnaires médicaux, puis surtout la résiliation infra-annuelle, parce qu'on sait que c'est un grand débat de place. Le marché potentiel qui peut exister autour de l'assurance emprunteur, qui est aujourd'hui un marché littéralement squatté par les banques assureurs et qui continue d'être squatté par les banques assureurs en dépit des initiatives précédentes. Ouais. Alors, la résiliation infra-annuelle, évidemment, tous les assureurs individuels sont pour, puisque ça mettrait véritablement un coup de boost dans la résiliation. Ça, c'est évident. Et ça mettrait peut-être, non pas en péril du tout la banque, mais ça mettrait véritablement en concurrence la banque avec les assureurs. Et on verrait la différence très claire entre le collectif et le contrat individuel. Pour ça, je pense que beaucoup d'assureurs sont très, très positifs. Deuxièmement, pour le questionnaire médical, en fin de compte, on gagne beaucoup d'argent si on enlève tous les tarificateurs, si on enlève tous les contrôleurs médicaux, si on enlève toutes les procédures médicales. On économise de l'argent dans la mise en œuvre des contrats. Mais en contrepartie, évidemment, on va faire attention, on va peut-être diminuer les niveaux de risque. Aujourd'hui, on est jusqu'à 1 250 000 avec des questionnaires médicaux allégés. Peut-être que demain, on sera simplement à 500 000 avec l'absence de questionnaires médicaux. Mais bon, c'est la vie, je dirais, ou l'activité aujourd'hui du législateur qui bouleverse l'économie. D'accord. C'était pas dans notre sujet, mais vous savez, les journalistes sont gourmands, etc. Tiens, si j'ai quelqu'un à côté de moi qui peut me commenter un point d'actualité, on va pas se priver. Donc, on revient sur notre sujet, la prévoyance après la crise Covid, une nouvelle approche du risque. Vous nous avez expliqué les logiques qui étaient les vôtres chez MetLife. Je voudrais avoir votre sentiment sur le comportement des TNS et des chefs d'entreprise de petites entreprises dans cette crise du Covid. Je me suis retrouvé à animer dans d'autres lieux des débats sur le thème de l'entrepreneuriat et j'ai entendu des choses assez étonnantes sur la réaction des chefs d'entreprise entre l'inquiétude qu'ils avaient sur leur santé et donc sur eux-mêmes et sur leur entreprise d'autre part, c'est-à-dire sur la personne morale et tout ce qu'elle porte comme collaborateur. Et j'avais été surpris un peu par les résultats. Comment ils ont réagi dans cette crise du Covid entre leur inquiétude pour leur santé à eux et leur inquiétude pour leur structure? Alors, cette inquiétude est très particulière parce que on voit véritablement lors du Covid que la vie peut s'arrêter. D'accord ? La vie économique peut s'arrêter, très clairement, avec le confinement.
On voit que n'importe qui peut être en arrêt de travail du fait simplement de contact avec un groupe de salariés, un groupe d'amis, etc. Donc, on est dans une situation extrêmement originale par rapport à la vie normale. Pour autant, on n'a pas le sentiment, et on ne voit pas dans les résultats, d'augmentation significative de la protection. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une augmentation forte des souscriptions en disant « je vais maintenant me protéger, je prends en compte ma protection ». Et la protection, ce n'est pas uniquement sa propre protection en cas d'arrêt de travail ou en cas d'invalidité, c'est une protection aussi pour le conjoint. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui a des revenus liés à son entreprise qui ne travaille pas, demain, il n'a plus un sou de revenus. Alors, là-dessus, je suis prêt à ce qu'on débatte. Est-ce que finalement, dans la crise, notamment pour nombre d'acteurs, chefs d'entreprise, TNS, etc., il n'y a pas eu, dans un premier temps, qui a éventuellement poussé à l'inaction, un effet, pardonnez-moi l'expression, mais sidération. Quand on arrive, est-ce que quand on entend qu'un gouvernement dit on va fermer les magasins, etc., personne n'avait mis ça dans sa cartographie des risques si jamais il en avait fait une. C'est rare de faire la cartographie des risques. Il faudrait demander au Multifamily Office de s'en occuper. Mais c'est vrai qu'il y a une sidération, très clairement. Il y a une sidération, mais cette sidération n'a pas été suivie d'effet. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que les chefs d'entreprise prennent véritablement en compte les risques qui existaient. Et aujourd'hui, la question que l'on pose, c'est pouvez-vous vivre sans votre entreprise ? C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'activité, enfin si vous êtes en travail, est-ce que vous pouvez vivre seul ? Et est-ce que votre entreprise peut vivre sans vous ? Et ces questions auraient dû être posées pendant la période Covid. Et le sentiment que l'on a, c'est que la question ne s'est pas véritablement posée. Et on pose la question de la responsabilité maintenant des professionnels en disant est-ce qu'il ne serait pas bon que les professionnels, consciencieux de patrimoine, courtiers en assurance, multifamily office, aillent voir leurs clients en leur disant qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise ? Quelle était votre attitude, quelles étaient vos difficultés et assurez-vous aujourd'hui. Est-ce qu'on n'en retombe pas aujourd'hui sur quelque chose qu'on a peut-être très largement oublié dans les 20 dernières années, en particulier parce que les performances financières étaient bonnes, qu'on avait des solutions, c'est que la prévoyance, finalement, c'est le premier acte de gestion patrimoniale. Alors, on dit que ça devrait être le premier acte. D'accord ? C'est-à-dire que la prévoyance aujourd'hui, c'est du patrimoine que l'on se crée. Quand on fait un contrat d'assurance vie, on a de l'épargne, on arbitre l'épargne et on la met sur un contrat d'assurance vie. Donc l'assurance vie, c'est du capital que l'on arbitre. La prévoyance, c'est du capital que l'on va se créer demain en cas de réalisation d'un risque. Et tant qu'on ne comprend pas les risques auxquels on peut être soumis, c'est vrai que la prévoyance reste un élément, malheureusement, secondaire dans les activités des professionnels et reste un élément qui est peu sensible encore chez les professionnels. Alors on va tenter de vous sensibiliser, mais enfin, bon, déjà si vous êtes venu, ça veut dire que vous êtes déjà un peu sensibilisé. Je voudrais qu'on regarde, pardon, mais ce que je fais rarement, c'est que je vais mettre mes lunettes, parce que quand je lis mes fiches à l'antenne, j'écris beaucoup plus gros que vos communiqués de presse. Et donc j'arrive à les lire sans difficulté. Vous avez publié, c'était le 9 novembre, votre baromètre CSA sur la prévoyance de TNS et des dirigeants de TPE. Oui. Et je voudrais qu'on regarde quelques chiffres, parce qu'il y en a quelques chiffres qui m'interpellent. Déjà, la perception qu'ont les indépendants sur leur protection par les régimes obligatoires. Ils ont l'impression qu'ils sont bien couverts globalement ? De mémoire, 62% des chefs d'entreprise interrogés disent « le régime obligatoire nous couvre déjà pas mal ». Ce qui était très étonnant puisque les chefs d'entreprise ne connaissent pas leur régime obligatoire, ne connaissent pas le niveau de protection et souvent la déception est absolument extraordinaire. Quand un chef d'entreprise se retrouve avec 56,35 € par jour pendant 360 jours sur une période de 3 ans, c'est impossible de vivre. Est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire ? Parce que, non pas par les régimes obligatoires, mais par l'État, par les aides qui ont été accordées, on s'est dit, mais finalement, nombre d'entre eux ont pu traverser la crise sans trop de difficultés, notamment grâce aux aides d'État. Donc, est-ce qu'ils ne pourraient pas être enclins de se dire, finalement, on voit bien que le système fonctionne bien ? Alors, ce qui est particulier, c'est que les aides d'État, parlons de PGE,
Le PGE était accordé à de nombreuses entreprises. De nombreuses entreprises ont pris ce PGE, ont souscrit un PGE, mais l'État n'a pas motivé, l'État garantit bien entendu en cas de difficulté financière, mais ne garantit absolument pas le PGE en cas de décès du chef d'entreprise. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État n'a pas utilisé son rôle pédagogique, si l'on peut dire, pour protéger les chefs d'entreprise en cas de décès. Très clairement. Et on parle beaucoup, et c'est l'AFG, l'Association française de gestion, qui avait expliqué ça il y a quelques temps, en disant l'éducation financière, elle est à tous les niveaux. Elle est au niveau des particuliers qui ne savent pas gérer leur budget, mais on peut s'élever évidemment jusqu'aux chefs d'entreprise qui n'ont pas de vision véritablement complète de leur protection et des risques qu'ils courent. Régime obligatoire. Les choses ont changé l'an dernier? Oui. Non, cette année? Ouais. En juillet. En juillet. Oui, en juillet. Non, parce que je dis ça parce que le débat précédent, on a parlé de 2022, j'étais déjà parti en 2022. Donc effectivement, juillet, les choses ont changé. Quel impact? Oui. Quelle conscience des gens des changements? Alors, tous les professionnels ayant une caisse obligatoire liée à la CNAVPL, donc toutes les professions libérales, médicales, etc., à l'exception des avocats, ont eu une évolution absolument considérable de leur protection. C'est-à-dire que pendant 87 jours, donc de 0 à 3 jours, ils n'ont aucune protection, comme d'habitude, et c'est une franchise assez classique, et pendant les 87 jours suivants, ils sont indemnisés. Et ils sont indemnisés au maximum à 169 €. Et là, on dit, c'est quand même une évolution sensationnelle. C'est vrai. Mais ceux qui s'arrêtent quelques jours, 1 mois, 2 mois ou 3 mois, sont indemnisés. Et ils sont donc sécurisés. Au-delà, c'est-à-dire au-delà des 87e jours, certains régimes obligatoires n'ont aucune protection jusqu'au 1095e jour, c'est-à-dire jusqu'à la 3e année. Donc, ce qui veut dire que l'évolution d'aujourd'hui est une évolution de fait qui aurait peut-être dû d'ailleurs mobiliser un peu les chefs d'entreprise en se disant il y a une modification, pourquoi est-ce qu'elle m'impacte et comment je suis protégé, ce qui n'a pas été vraiment le cas, mais c'est une protection qui est très limitée. 87 jours, c'est très faible. Ok, étape numéro 1, donc se former pour la connaissance des régimes obligatoires. Oui. Et si on fait cet exercice d'éducation, on finit par avoir peur. Non, on finit pas par avoir peur. On finit par se dire, en fin de compte, qui je protège, pourquoi je le protège et comment je me protège. Donc l'éducation financière, aujourd'hui, c'est véritablement prendre en charge ou en compte la responsabilité que l'on a. Alors la responsabilité, je la considère à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque temps, on a vu un CGP qui décède, il n'a rien prévu. Eh bien, son cabinet a été vendu aux enchères. Et le cabinet n'a plus de revenus, puisque s'il décède, il n'y a plus d'ORIAS. Donc il n'y a plus de revenus. Donc, un cabinet mis aux enchères sur un professionnel qui doit connaître son risque, on se dit que là, l'éducation financière, elle est très loin. Alors, on va regarder justement différents. Premier cas, donc je veux m'assurer contre la perte de mes revenus sous prétexte que je suis en invalidité et inopérant pendant un certain temps, etc. Là, donc, en arrêt de travail. En arrêt de travail. Donc là, on est assurance traditionnelle. Régime obligatoire, si on est profession libérale, 360 jours sur 3 ans, et puis rien. Donc évidemment, il faut au minimum conserver un niveau de vie qui est de 70 à 90% ou 100% du niveau de vie actuel, et protéger également, si on vient à décéder, protéger également la famille et les enfants, rente d'éducation ou rente de conjoint. Ok. Vous m'autorisez de dire assurance traditionnelle? Je l'autorise. Parfait. Maintenant, moi, je vais vous dire, j'ai eu un autre problème pendant cette crise, c'est que j'ai une boîte avec des gens qui bossent dedans, et je me suis dit, ah mais zut, si jamais il t'arrive quelque chose, et que tu es intubé à l'hôpital avec des machines à côté qui t'envoient de l'air, etc., qui va faire tourner la boîte? Et ça, c'est pas un problème, pardonnez-moi, mais ça, c'est pas un problème d'argent. Mais puisqu'on est en train de parler de prévoyance, d'organisation suite à la crise du Covid pour le chef d'entreprise, il n'y avait peut-être pas forcément énormément pensé. Là, il se dit, je cours peut-être un petit risque. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a deux choses. C'est un problème d'argent. Pour la personne qui est dans son lit, s'il n'y a plus du tout de revenus,
La difficulté, c'est de régler les efforts d'épargne, de régler la vie quotidienne, etc. Je considère que vous m'avez répondu à la question précédente en disant il y a D'accord. une solution assurantielle, il faut la mettre en œuvre. Okay. La deuxième solution, c'est une assurance, c'est une protection que l'on appellera juridique. Si on sait que demain, on peut être, et l'actualité l'a prouvé, hein, c'est très clairement, si on sait que demain, il est possible qu'on soit en arrêt de travail, mais complètement invalide. C'est-à-dire que celui qui est sous aérateur dans l'hôpital, il ne peut pas prendre de décision. À ce moment-là, il y a un environnement juridique à mettre en place, c'est-à-dire le mandat de protection future ou le mandat à effet posthume, c'est-à-dire qu'on va décider, dès que je suis en arrêt ou en incapacité, c'est-à-dire en incapacité de travail, mais en incapacité de prendre des décisions, eh bien, on va nommer un mandataire pour suivre la société, pour gérer la société, voire à terme pour la vendre. Et donc ça, c'est toute une organisation intellectuelle qui est liée au juridique, mais ça pose évidemment beaucoup de questions au chef d'entreprise et ça le motive à se dire comment, si je viens décéder, comment sera transmise mon entreprise? À qui je la transmets? À mes associés? À mes enfants? À mon conjoint? Et si je suis CGP et que mon conjoint est informaticien et que mes enfants font de grandes études, mais pas du tout dans le système CGP, eh bien, personne ne reprendra ses parts. Okay. Et notaire, c'est encore pire. J'en reviens. Je vais traiter ce cas, mais je vais quand même rester dans mon cas, parce que je vais vous dire, j'ai mon truc là avec ma pompe, et j'espère bien m'en sortir quand même. Et j'espère bien pouvoir reprendre les rênes une fois que ça ira mieux. En pratique, vous dites, on a différentes solutions. Un mandat de protection future, on peut désigner un mandataire. Oui. Qui on fait ça comment? Quel est votre rôle? Comment on fonctionne dans l'inter... Là, on voit bien, vous avez des solutions assurantielles, mais on peut avoir besoin d'un notaire, d'un avocat pour... On aura besoin. Pour ce genre d'opération. Comment on le monte ça? Alors, l'idée est de travailler en interprofessionnalité, c'est-à-dire d'avoir une équipe autour du professionnel du patrimoine. Et cette équipe, ce sont un ou des notaires, des avocats, des multifamiliers office qui ont une vision un peu différente, puisque les multifamiliers office sont des CGP, mais qui ont une vision plutôt à 360, avec une ouverture sur la gouvernance, etc. Donc voilà, avoir autour de soi un certain nombre de professionnels. Le notaire va pouvoir rédiger et prendre en charge le mandat de protection future, ou le mandat de protection future, et donc mettre en œuvre le mandataire et contrôler même son activité. Vous avez des recommandations à me donner sur le choix du mandataire? Au vu des expériences que vous avez vues, il faut que ce soit quelqu'un qui est dans l'entreprise, il faut que ce soit quelqu'un de la famille, il faut que ce soit... Il y a des... Pardonnez-moi l'expression, c'est un terme du Sud, mais il y a des cagades à ne pas faire. J'entends les termes du Sud, il n'y a pas de problème, j'y habite. Mais la particularité, c'est qu'un CGP, aujourd'hui, la problématique de la gestion d'un cabinet de courtage ou un cabinet de CGP, c'est l'ORIAS. Il faut que le mandataire puisse récupérer les rémunérations. Donc, ce que l'on conseille, c'est de mettre en place un mandat de protection future et le mandataire est un CGP spécialisé. Aujourd'hui, il y a quelques CGP qui se spécialisent dans le mandat de protection future en disant « je prendrai votre place si vous êtes incapable dans le coma, dans le Covid, sous respirateur, ou etc. » Donc là, on a résolu l'ORIAS parce que le mandataire est ORIAS. Absolument. Okay. C'est une possibilité pour résoudre l'ORIAS, oui. Donc les revenus. D'autres remarques sur d'autres recommandations, d'autres cas que vous avez pu voir ou... Il y a des sociétés spécialisées pour trouver des remplaçants. Donc des remplaçants haut de gamme, bien entendu, donc sous forme de prestation de services. Et donc l'important, c'est d'avoir dès aujourd'hui le nom du mandataire qui pourrait prendre la place du gestionnaire actuel. D'accord ? Okay. On a vu la situation de l'invalidité, donc on l'a vu d'un point de vue financier avec la méconnaissance des régimes obligatoires et l'utilité de mettre tout un arsenal d'assurance pour se protéger ses enfants avec la rente éducation, etc. On vient de voir le sujet juridique. Tout à l'heure, vous m'avez parlé du problème de transmission, de risque au niveau du décès. Racontez-moi cette histoire-là de CGP qui a fini aux enchères. C'est qui l'a racheté? C'est un fonds ou c'est... C'est un CGP, bien sûr. Tous les cabinets aujourd'hui qui veulent être vendus, ils trouveront un acquéreur.
D'accord, ça c'est évident. Là, dans ces conditions-là, le cabinet a été mis aux enchères et c'est celui le mieux disant qui a racheté le cabinet pour en extraire la substantifique moelle, c'est-à-dire les commissions. Alors on va être honnête, quand on monte au cabinet, on y met un peu sa vie. Oui. Donc on n'a pas spécialement envie de finir au tribunal, même si on n'est plus là forcément pour voir. Et puisqu'on dit aux clients qu'il faut anticiper. Ah, mais le CGP doit aussi, ou courtier doit aussi anticiper, ça va de soi. Ça va également pour soi. Alors là encore, les solutions, c'est quoi? Alors, les solutions, aujourd'hui, on parle surtout de prévoyance patrimoniale, c'est-à-dire que la prévoyance va aider à sécuriser, à transmettre ou à solidifier le patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai que ma société à transmettre. C'est mon outil de travail, c'est mon patrimoine principal. Eh bien, dans ces conditions-là, cet outil-là, il est absolument illiquide. Je vais transmettre des parts. Et donc, au travers soit du contrat homme-clé, soit du contrat associé, on va générer dans ce patrimoine des liquidités qui vont permettre soit de racheter les parts à l'héritier qui ne peut pas devenir CGP ou devenir courtier. On va permettre à l'associé survivant de racheter les parts de l'associé défunt, etc. Donc des solutions, il y en a. Et quand on regarde la prévoyance, je dirais comme un petit peu à l'ancienne, d'accord, où on ne se basait que sur je suis en arrêt de travail, je suis incapable, je suis invalide, là aujourd'hui, on a véritablement un écosystème sociétal à envisager, mais la société, ce qu'il faut voir, c'est que son environnement également, la société mère, voilà, la société centrale, a un impact sur l'environnement. Et donc, ce n'est pas uniquement les salariés ou les associés que l'on va sauver, mais on sauve aussi les prestataires, les fournisseurs, les clients, etc. D'accord ? C'est extrêmement large. Donc, la responsabilité du chef d'entreprise dans la protection de son entreprise, dans sa transmission, etc., n'est pas que dans sa transmission. C'est aussi dans tout l'environnement qu'il protège et qu'il sauve. Okay, j'entends ce que vous me dites, une prévoyance qui n'est pas une simple prévoyance pour couvrir des risques de santé, d'invalidité, etc., mais qui est une prévoyance patrimoniale. Vous m'avez dit moi j'aime bien être pratico-pratique, pardon. Donc vous m'avez présenté des solutions. Moi je veux qu'on en creuse une toute bête. Alors qu'est-ce que je vais vous prendre comme solution? On est tous les deux associés. Mm-hmm. M'envoyez pas, mais je préfère être majoritaire quand même. Moi aussi. Ça peut être facile. Voilà, donc on va dire on a 60-40. Mm-hmm. On est CGP. Moi, mes gamins ont nulle envie de faire ça parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, etc. Ils en ont rien à carrer. Donc si je fais rien, le risque déjà c'est quoi? Si je meurs? C'est très simple. En cas de décès, les parts sociales, donc les 60% de parts sociales qui sont détenues, vont à vos héritiers. Vos héritiers, aujourd'hui, n'ont pas les moyens, au sens large du terme, de reprendre l'entreprise. Donc, ils disent, on balance. On vend. On vend. Vincent, pour acheter, vous avez du pognon? Je sais pas suffisamment pour acheter 60% des parts. Comment on fait? La meilleure solution... Grosso modo, on dit au revoir tout le monde oui, et on ferme. Et on ferme. Ça veut dire que le défunt va transmettre ses parts, les parts vont être vendues au plus offrant pour les héritiers, mais celui qui a 40, c'est-à-dire moi, je vais devenir associé de personnes que je ne connais pas, avec qui je n'ai peut-être pas envie de travailler, et qui ne vont pas me racheter mes parts à la valeur de 40%, mais que je suis minoritaire, donc peut-être à 31%. D'accord, alors 31% de la valeur. Enfin, oui, 31%. Okay. Alors, en pareille situation, donc là maintenant j'ai clairement vu le problème. Une solution, c'est quoi? Alors la solution, elle est assurantielle dans un premier temps, c'est-à-dire que chaque associé va s'assurer en faveur de l'associé survivant. C'est vous qui décédez, évidemment, d'accord? C'est la contrepartie d'être majoritaire. Exactement. Vous assurez, je vais toucher, moi, la valeur des parts sociales par le contrat d'assurance, et je vais disposer donc de la liquidité me permettant de racheter les parts à vos héritiers qui sont incapables, pour multiples raisons, de rentrer dans l'entreprise. Comment on fait pour s'assurer de ça? Parce que moi, on va être honnête, j'ai pas envie que vous touchiez le pognon et que derrière vous arrivez et vous disiez aux héritiers, bon, voilà, alors vous faites quoi? Alors les gamins, ils disent, on peut rien faire de toute manière,
on ne sait pas quoi qu'est-ce, et que vous leur disiez, ben voilà, ben vos 60%, je vais vous les racheter à 30% de leur valeur. Mais il y a pire. Je veux être sûr que l'assurance Oui. serve à faire mon montage. Mais il y a pire. Il y a aussi l'associé minoritaire qui récupère l'argent et qui n'a aucune capacité, parce qu'il fait une dépression, à acheter les parts en se disant je ne serai jamais entrepreneur. Mais vous pourriez être triste de mon départ. Je serais très triste, bien sûr. Et donc dans ces cas-là, l'idée c'est simple. On met en place une convention d'entreprise qui détermine comment seront gérées les sommes. Les sommes seront versées à l'associé par l'intermédiaire d'un compte séquestre, et le notaire ne pourra délivrer les sommes qu'à partir du moment où ces sommes permettront soit le rachat des parts aux héritiers, soit le versement sur le compte courant, permettant de donner des liquidités à l'entreprise pour elle-même racheter les parts sociales de l'héritier défunt. Et là, la protection, c'est une protection financière complète par l'assurance, et c'est une protection juridique dans le cadre d'une convention d'associés qui permet de gérer les fonds. Si l'associé n'est pas capable, ne peut pas, ou etc., pour quelque raison que ce soit, eh bien l'argent ira à quelqu'un d'autre, un bénéficiaire secondaire sera désigné. Dans la convention, c'est indiqué, évidemment. Et on va peut-être déterminer évidemment un mandataire, parce que l'associé à 40% n'a peut-être pas les moyens intellectuels, ou les moyens techniques, ou les moyens, etc., ou même les diplômes pour devenir par exemple CGP. Et donc on va néanmoins déterminer un mandataire qui va pendant quelques temps gérer le cabinet en lieu et place du défunt. Et ça se reproduit évidemment dans les entreprises. Hein. C'est pas, on prend l'exemple des CGP parce que vous êtes là. Mais ça se reproduit. Producteur de boulons, on aurait parlé de producteur de boulons. Ça se reproduit. La seule différence, c'est que le producteur de boulons, quand il ne s'assure pas, on dit il est responsable, mais il y a aussi tellement d'intervenants autour de lui qui auraient pu l'interpeller sur cette situation. Le CGP qui se retrouve, enfin qui meurt, dont la société va être mise aux enchères, on dit qu'il est responsable, mais qu'une responsabilité peut-être plus importante que le producteur de boulons. Vous pensez que très sincèrement, la crise du Covid va pouvoir permettre de faire cette éducation nécessaire ? J'aimerais en tout cas que la crise du Covid génère une envie de se former, très, très clairement. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est véritablement de développer cette formation pour les CGP en disant, attention, la prévoyance patrimoniale est un sujet non pas nouveau, mais c'est un angle de vue sur la prévoyance qui est aujourd'hui très ouvert et très complet. Prenons en marche c'est une révolution qui a été vécue pendant le Covid, hein, véritablement. Prenons en marche cette révolution et proposons des garanties aux chefs d'entreprise, à nos clients. En proposant des garanties, on crée du business, on crée des commissions, on crée du récurrent, on crée de la valorisation pour les portefeuilles. Donc, ce n'est pas simplement la protection du client qui est essentielle, bien entendu, c'est le devoir de conseil et le business réalisé. Comment on fait dans notre montage si je tiens jusqu'à 90 ans, parce qu'à un moment, on ne va plus vouloir m'assurer. Alors, chez nous, on peut souscrire jusqu'à 85, mais il faut mourir avant 90 ans. Et donc, dans ça, c'est obligatoire. Sinon, il n'y a plus de garantie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une double opération. On va à la fois souscrire un contrat d'assurance vie en disant, voilà le montant dont j'ai besoin. Mais ce montant, on va le générer par de l'épargne régulière qui vont créer un capital à terme. Mais j'ai peut-être pour 10 ans pour le mettre en œuvre. Mais par contre, mon risque, il est peut-être immédiat. Et donc, je vais aujourd'hui garantir le capital que j'espère atteindre, tout de suite en assurance prévoyance. Et au fur et à mesure des années, je baisse mon capital de prévoyance. Que j'ai sur l'assurance vie. Exactement. Et à terme, je suis couvert par l'assurance vie qui permet de gérer mon produit. Et d'aller jusqu'à 120 ans si on veut. Bon, nickel. Merci. Donc ça, c'est... donc la prévoyance patrimoniale. Si vous parce que moi, enfin, je le fais en blaguant, parce que déjà je trouve ça toujours plus drôle d'animer des C'est bien. en blaguant qu'en étant ultra sérieux. Qui fait beaucoup de prévoyance dans vos activités? Non? Ouais. Alors là, j'ai le cœur qui saigne. Ça, c'est évident. Pourquoi? Vous êtes pas le bon, vous êtes au premier rang. Quand j'ai posé la question, vous avez levé les yeux. Donc, Vous n'avez pas de clients? Vous n'avez pas de clients? Non, mais les typologies de clientèle, je veux dire, en tant que soit des chefs d'entreprise.
Mhm. Alors, une question. Ouais. Pour répondre à votre question, la typologie de clientèle, quelle typologie de clientèle ne peut pas faire de prévoyance? Absolument. Pour les salariés, la seule chose, c'est de vérifier l'adéquation entre leur prévoyance collective et leur situation personnelle. On a un collaborateur salarié qui a 6 enfants et le contrat prévoit des rentes d'éducation pour 2. Mise en place de rentes d'éducation pour les 4 suivants, c'est un bon client. D'accord ? Donc, même les salariés aujourd'hui deviennent ou sont potentiellement de très bons clients en prévoyance. Sur le fond, tout à l'heure, je disais, la prévoyance, c'est le premier truc de la gestion de patrimoine. Qui adhère et qui adhère pas? Qui dit oui? Merci. Qui dit bof? Bon, monsieur, vous avez le droit de lever la main quand même. Parce que votre remarque précédente, c'était quand même un peu bof. Alors, on a le droit d'assumer aussi. Non, alors qui dit bof? Parce que c'est quand même drôle, parce qu'à la question, il n'y a quand même pas toutes les mains qui se lèvent sur ce sujet. Alors que, en fait, le sujet de la prévoyance, notamment dans le truc basique, qui est le crédit immobilier, la souscription d'un crédit immobilier où on couvre, il suffit d'avoir rencontré des cas de décès sur des crédits où on voit l'effet patrimonial que ça peut avoir à terme. Et c'est vrai que d'un point de vue négatif, les gens ont plutôt tendance à dire oui, mais pas à le mettre en pratique. C'est ça. Et la particularité, c'est qu'on s'aperçoit, et le nombre d'histoires est absolument incroyable, et dans nos formations, de fait, on prend toujours une petite storytelling pour présenter les cas, mais on a un nombre d'histoires absolument impensables de gens, et on parle souvent de risques dans lesquels entre l'effet de hasard. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on fait tout pour se protéger. Alors, celui qui va sur un rond-point avec des gilets jaunes qui prend un pavé, on se dit, tiens, il s'est mis en danger. Celui qui fait de la plongée sous-marine à 40 mètres de profondeur et qui reprend l'avion le lendemain, il vient de se mettre en danger. Celui qui circule en vélo, qui fait un petit écart et qui se fait renverser par une voiture, comme entre 100 et 150 000 personnes par an, il a un traumatisme crânien, 8 000 personnes par an qui ont un accident, un traumatisme crânien, sont invalidantes, enfin sur des situations un peu invalidantes, et 1500 restent invalides. Accident de vélo. Risque dans lequel entre l'effet de hasard. Je sais pas, c'est pas parce que j'ai sauté sur une montagne avec mon vélo, c'est que je roulais dans la ville et je me suis fait renverser. Et puis demain, vous allez vous prendre le gars qui se rentre sur le trottoir et qui se fait taper par une trottinette. Voilà. Donc, risque dans lequel entre l'effet de hasard, aujourd'hui, notre marché est absolument incroyable. Et le risque que prennent, enfin le risque inhérent à chacun d'entre nous, bien entendu, est absolument extraordinaire. Et l'autre jour, nous avons pris le cas d'une famille, 3 300 € de revenus pour monsieur, 0 pour madame. Elle est artiste peintre, donc, et leurs dépenses sont de 2 700 €. Il est invalide, et il a 1 500 € par mois. Il manque 1 500, tout de suite. Au bout de 12 mois, il manque combien? Multiplié par 10. Et ça devient absolument incroyable. Il ne peut plus vivre. À partir du 2e mois où il a consommé sa trésorerie, il ne peut plus vivre. La voiture qu'il avait en location longue durée lui est retirée. L'école pose des problèmes etc. Et tout devient absolument insupportable, alors que c'est une vie paisible et que tout se passait bien. Je suis d'accord avec vous, mais comme on est entre nous, là, tranquillou, puis visiblement ils sont partis dans les salles d'à côté, on peut discuter tranquille. Comment arriver à le vendre? Parce que sur le fond, dans l'arbitrage, moi j'entends au niveau des CGP, dans l'arbitrage entre... Il y a l'éducation qui dit, ouais, la prévoyance, premier acte de gestion patrimoniale, et puis il y a des faits qui est que lorsqu'on est dans la prévoyance, on fait une sorte d'état des lieux des mauvaises nouvelles, et quand on est dans le placement, on va mettre de l'argent de côté, puis vous allez voir, on va gagner de l'argent. Donc on a d'un côté... On a d'un côté l'image de vendre quelque chose de positif, et puis de l'autre côté, de vendre quelque chose qui fait peur. Non. Et non.
c'est pour ça qu'on est là. Et non, parce qu'en fin de compte, on a une légitimité particulière. Si on vend de fait la prévoyance en disant « et si vous étiez mort hier, qu'est-ce qui serait passé ?» Le client n'est peut-être pas très sensible à ce genre de plaisanterie, et je le comprends parfaitement. Notre légitimité, elle est particulière. On s'adresse à des clients. Alors, nous sommes assureurs. Nous, notre objectif, c'est que notre client ne soit jamais en arrêt de travail, ne soit jamais invalide et ne meure pas. Mais qu'il paie des cotisations. Et en face, nous avons un client dont l'objectif est de n'être jamais en arrêt de travail, de n'être jamais invalide, de ne pas mourir et de payer des cotisations. C'est la seule différence qu'il y a avec l'assureur. Alors on se dit, mais est-ce que nous sommes véritablement légitimes à vendre un produit où l'assureur et le client sont exactement dans la même logique de ne pas pouvoir utiliser le contrat? Est-ce que nous sommes légitimes, oui ou non? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que, et c'est Jean Olanier qui l'expliquait, il disait, en fin de compte, la prévoyance, ce n'est pas le jour de la souscription, c'est le jour de l'accomplissement du risque qui va véritablement mettre en œuvre cette prévoyance. Ce que l'on fait au moment de la souscription, c'est qu'on lève les peurs. Et alors, au lieu de dire c'est très négatif, c'est morbide, etc., au contraire, on est en train de lever les peurs. C'est-à-dire qu'au moment où on a souscrit, on dit au conjoint,